La nomination du général Groves, encore une fois, c'est Matt Damon dans le film Oppenheimer, marque la prise en main complète du projet par l'armée. Les scientifiques vont se retrouver désormais sous direction militaire. C'est une vraie différence avec la France. Avec les émissions que vous avez entendues, encore une fois, c'était plus les politiques. Groves avait fait des études scientifiques quand même à l'université de Washington et au MIT avant d'entrer à l'école militaire de West Point, donc il n'est pas sorti comme ça. C'est pas juste un militaire qui connaît rien, c'est pas juste un abruti. Il passe un peu pour un abruti dans le film Oppenheimer. C'est loin de ça, c'est quand même un scientifique à la base. Au moment de sa nomination, il était adjoint au général du corps du génie, responsable des constructions. Il était quand même surtout un remarquable organisateur de grands projets, dirigeant déjà des milliers d'hommes avec un sens aigu et permanent de l'objectif à atteindre. C'est probablement l'un des rares officiers capables de mener le projet à terme, comme la suite va le démontrer. Il a cependant une certaine méfiance à l'égard des scientifiques dont il voit bien la nécessité et il apprécie l'intelligence, c'est sûr, mais il n'aime pas le peu de sens de la hiérarchie qu'ils ont, ces gens-là, effectivement. C'est logique, c'est deux mondes qui s'affrontent. Il souhaitait quand même n'avoir affaire qu'aux responsables d'unité. Il ne voulait pas avoir affaire à tout le monde en même temps. Il n'y avait pas vraiment de chef. Groves était aussi très soucieux des problèmes de sécurité et de secret. Rien, surtout rien ne devait filtrer vers l'extérieur. Chacun devait savoir à qui il avait à rendre compte, qui était son supérieur. Chacun devait connaître le strict minimum qui lui était nécessaire pour faire son travail et rien de plus. Vous avez la même chose, par exemple, aujourd'hui chez Apple, où chaque projet est divisé et, explosé en plein de petites unités qui ne savent pas toujours ce que font les autres. Ça évite justement de diffuser le secret. C'est une façon de faire. On aime, on n'aime pas. Et pour ça, vous avez une compartimentation extrême qui est introduite dans le projet, dont les scientifiques, et notamment Léo Szilard, vont beaucoup souffrir, il faut le savoir. Alors, il fallait faire vite, très vite, quels que soient les moyens humains et les dépenses mises en jeu. Groves obtient toutes les priorités nécessaires au plus haut niveau. Il écrit, je cite, « Alors que normalement la hâte conduit au gaspillage, dans ce cas, la hâte était essentielle. » Après coup, on voit que si Groves avait, à un moment quelconque, perdu ne fût-ce que 4 mois, le but n'aurait pas été atteint. Il fallait sortir des recherches en laboratoire, brûler les étapes, commencer à construire, même avant que les études ne soient achevées, donc avant même de savoir comment construire et quoi même construire. Et le résultat n'est pas acquis d'avance. Jusqu'à l'essai d'Alamo-Gordo en 1945, on n'est jamais véritablement sûr, on n'a jamais été véritablement sûr que la bombe atomique fonctionne réellement. C'est pour vous dire à quel point on en était. Groves est un gars assez brutal, encore une fois, vraiment un militaire, dépourvu de tact, il terrorisait une partie de ses subordonnés, il adorait ça, rendre la vie difficile aux gens, son manque de souplesse a même dû parfois être corrigé par les scientifiques responsables des laboratoires comme Compton et Oppenheimer. Pendant un certain temps, Groves va diriger le projet à partir de 2 bureaux situés au ministère de la Guerre. Début 1945, les 2 bureaux étaient devenus 7. Groves n'aimait pas en fait s'entourer de beaucoup de monde. Sa secrétaire est devenue son assistante administrative. Ses adjoints immédiats, des officiers, ont été placés aux 3 ou 4 points stratégiques des États-Unis. Et l'un de ses premiers soucis a été de s'assurer de l'approvisionnement en uranium, dont la production en Amérique du Nord est alors, à ce moment-là, extrêmement faible. Dans le monde, les principales mines étaient situées au Congo belge. Elles appartenaient, comme j'ai déjà dit, souvenez-vous, à l'Union minière du Haut-Katanga. Et un des directeurs de cette société, Sanguier, avait été mis au courant de l'importance de l'uranium par Frédéric Joliot, déjà en 1939. Au début de la guerre, Sanguier va quitter Bruxelles pour New York, où il va rester jusqu'en 1945. Il avait auparavant donné l'ordre que le minerai restant dans l'usine d'Ohlen en Belgique soit expédié outre-mer. Ces instructions n'ont toutefois pas été exécutées assez rapidement et ce stock est tombé entre les mains des Allemands. Par contre, fin 40, redoutant l'invasion allemande du Congo belge, Sanguier fait transporter discrètement vers New York le minerai déjà extrait se trouvant sur le carreau de la mine et l'avait fait entreposer dans des fûts à Staten Island. Il y avait là 1250 tonnes d'un minerai particulièrement riche en uranium. Par la suite, au moment de discussion avec le département d'État, Sanguier avait en vain et à plusieurs reprises proposé son uranium aux autorités américaines, mais les fonctionnaires peu au courant des développements scientifiques n'avaient alors pas réagi.
C'est ça aussi le problème du secret, c'est que tout le monde n'est pas au courant, bien sûr. Et dès que le Manhattan District a eu connaissance de cette possibilité, eh bien évidemment, l'adjoint de Groves est venu voir Sanguier. La rencontre a eu lieu en septembre 42. Nichols s'est accueilli de la façon suivante. Colonel, dites-moi d'abord si vous êtes venu ici simplement pour parler ou pour faire des affaires. 1 heure plus tard, l'uranium était devenu la propriété du gouvernement des États-Unis, vous vous en doutez, de même que les droits sur le minerai congolais, encore accessibles, bien sûr. C'est ainsi que a été obtenue la matière première des travaux américains. Toutes les transactions financières à ce sujet sont bien sûr tenues secrètes. L'objet des paiements a été simplement identifié par un numéro de code. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on sait tout. Cyborg et ses collaborateurs, on s'en souvient, avaient découvert le plutonium-239, plus fissile encore que l'uranium-235. Le demi-microgramme obtenu à Berkeley, dont je vous ai parlé, leur a permis d'étudier les propriétés chimiques du nouvel élément. La manière la plus efficace pour le produire était cependant la réaction en chaîne. Le laboratoire métallurgique de Chicago a donc reçu pour tâche de réaliser une première réaction en chaîne divergente, c'est-à-dire de construire une première pile atomique, puis de montrer comment on pourrait séparer chimiquement le plutonium, de déterminer toutes les données nécessaires à une réaction en chaîne explosive et de préparer les plans pour la production de plutonium à grande échelle. Dès octobre 42, Groves se rend à Chicago où il est reçu par Compton. Il a une longue discussion avec une quinzaine de physiciens seniors du laboratoire, figuraient parmi eux Fermi, James Franck, Eugene Wigner et Léo Szilard. Tous les faits connus sont passés en revue, ainsi que les théories et les hypothèses. On indique à Groves le nombre de kilogrammes qu'on estime devoir être nécessaire à une bombe au plutonium et à une bombe à uranium-235. En fait, en termes de gestion de projet, je pense qu'il faut utiliser le projet Manhattan comme exemple parfait. C'est fantastique en termes de gestion de projet. À la fin de la réunion, Groves s'inquiète de la précision d'une telle estimation. À sa grande peur, on lui répond qu'elle est bonne à un facteur 10 près. En fait, cette imprécision va subsister pendant 2 ans et demi. C'est-à-dire, en gros, on ne sait rien. On commence à étudier, à définir les grandes piles de production de plutonium avant même d'avoir réussi à faire fonctionner la première pile expérimentale. Les scientifiques pensaient qu'ils devaient diriger la construction des usines de production, mais Groves est d'un avis contraire. Il lui apparaît évident que seule une grande entreprise industrielle serait capable de mener à bien cette deuxième étape. C'est pour ça qu'il s'adresse à la société DuPont de Nemours, sans doute une des plus grandes compagnies chimiques du monde. Alors, évidemment, il a eu du mal à faire cesser la grogne des scientifiques et à obtenir de DuPont qu'elle accepte la tâche. Au début, c'est difficile. Ces grandes piles atomiques seraient constituées de barreaux d'uranium introduits dans du graphite très pur, avec un refroidissement adéquat. Et il fallait donc pouvoir décharger et recharger les barreaux d'uranium dans un milieu extrêmement radioactif et traiter chimiquement l'uranium et les produits de fission pour en extraire le plutonium lui-même très radioactif. Il fallait étudier, construire et faire fonctionner l'ensemble. L'histoire ne dit pas le nombre d'accidents qu'il y a pu y avoir. Les experts de DuPont et son président Walter Carpenter vont hésiter parce que s'ils avaient une grande expérience en chimie, c'est vrai, ils n'en avaient évidemment aucune en physique nucléaire. Finalement, et en dépit de tous les risques dont celui de ne pas réussir, la compagnie va accepter. Toutes ses forces ont alors été mobilisées. Il faut savoir que à ce moment-là, depuis cette époque-là d'ailleurs, en cas de guerre, le gouvernement américain peut réquisitionner toutes les entreprises, j'y reviendrai. Entre-temps, Fermi et ses collaborateurs travaillaient à ce qui allait être la première pile atomique du monde. Elle devait d'abord être construite dans la forêt d'Argonne, à 25 km de Chicago. Un montage expérimental pour la réaction en chaîne a été mis en place sous le stade de squash quand même de l'université de Chicago. Et même si les travaux de construction à Argonne avaient du retard, le graphite très pur venait d'arriver. Compton va demander « Mais pourquoi attendre Argonne ?» Après quelques expériences préliminaires, les physiciens vont décider d'aller de l'avant sous le stade. Et le 2 décembre 1942, la pile atomique expérimentale de Fermi entre en fonctionnement, donnant même un excédent d'énergie d'1 demi-watt. Compton envoie le message codé de réussite suivant « Le navigateur italien vient de débarquer dans le Nouveau Monde. Les indigènes sont bienveillants. » Cette pile avait la forme d'un sphéroïde aplati au sommet. À l'intérieur, les briques de graphite alternaient avec les lingots d'uranium ou d'oxyde d'uranium, parce qu'on n'avait pas encore assez d'uranium métal, si vous voulez, formant un réseau cubique. On a empilé lentement ces briques et ces lingots. La dimension critique a été atteinte quand la pile est arrivée aux 3/4 des dimensions prévues.
On ajoute ensuite une seule couche. La pile contenait un peu plus de 6 tonnes de métal. La sphère de graphite était supportée par un échafaudage en bois. Le contrôle était assuré par des tiges de cadmium et d'acier au bord qu'on pouvait enfoncer plus ou moins dans la pile. Donc ça a été plutôt facile à contrôler. Et il y a eu là de quoi rassurer les ingénieurs de Dupont, jusque-là un peu sceptiques. Pour vérifier et tester les conditions de production et d'extraction du plutonium, une deuxième pile expérimentale, un peu plus grande cette fois, mais toujours refroidie par air, a été construite sur un très grand terrain acquis au cours de l'été dans l'État du Tennessee, près de la petite ville de Clinton. C'était une zone rurale, peu peuplée, valait mieux. Les moyens de communication étaient bons. Une rivière permettait d'obtenir l'eau de refroidissement. Il a fallu construire des logements pour le personnel à venir et le site a reçu le nom de Oak Ridge. Un site différent a été choisi pour les grandes piles de production de plutonium et les installations de séparation chimique de ce produit particulièrement dangereux évidemment. Il fallait pour ces piles un approvisionnement en eau extrêmement important, plus de 100 000 litres d'eau par minute. En plus, on avait besoin d'au moins 100 000 kilowatts d'électricité. Vous imaginez un peu le barnum. Aucun village de plus de 1000 habitants ne devait être à une distance inférieure à 30 km. La puissance de chaque pile atomique, chaque réacteur si vous voulez, devait être assez importante pour que la réaction en chaîne produise suffisamment de plutonium. J'espère que vous êtes encore avec moi. Pour satisfaire ces contraintes, le gouvernement américain a fait l'acquisition d'un terrain de 200 000 hectares à Hanford, au nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, sur le fleuve Columbia.